Pas mal de changements pour la base lunaire, une catastrophe chez Blue Origin, Shenzhou 21 revient sur Terre, la France surprend tout le monde dans le spatial, Latitude fait un bond de géant, un poulpe dans l'espace, Voyager Technologies grandit, Venturi Space investit sur Toulouse et les lancements de la semaine. Bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe Paget et bienvenue à Espace News pour votre revue spatiale hebdomadaire. NASA vient d'annoncer une série de sélections de fournisseurs pour sa base lunaire. Voilà un résumé très court de ces sélections. Plus d'$1 milliard de contrats à 4 entreprises privées ont été attribués pour lancer la construction des infrastructures. La NASA a attribué le budget pour concevoir les rovers habités lunaires qui piloteront les astronautes de la mission Artemis 4 et des missions suivantes à la compagnie Lunar Outpost pour construire le rover autonome Pegasus et aussi à Venturi Astrolab pour son modèle CLV-1. Blue Origin de Jeff Bezos a décroché le gros lot pour son atterrisseur cargo lourd, le Blue Moon Mark I, qui a été sélectionné pour livrer les 2 rovers directement sur la Lune, à commencer d'ici 2026 ou fin 2026. Enfin, Firefly Aerospace a été sélectionné pour fournir son orbiteur Elytra Dark, qui servira de relais de communication et de cartographie au-dessus du pôle sud pendant le déploiement de la base sur la crête de Shackleton. L'administrateur de la NASA bouscule beaucoup de choses pour avoir sa base lunaire permanente d'ici 2036. Le premier et deuxième étage du New Glenn de Blue Origin s'est rendu au site de lancement numéro 36 à Cape Canaveral, en Floride, pour y effectuer un essai moteur statique, comme il est de coutume pour une préparation à un vol. Hélas, cet essai n'était pas si ordinaire que cela. Le nouveau premier étage, baptisé No It's Necessary, vient d'exploser, devenu non nécessaire à Blue Origin. Blue Origin a évalué le dommage sur son pas de lancement numéro 36. Voilà ce qu'ils ont découvert. Les réservoirs de propergol, d'oxygène et d'hydrogène liquide sont tous en bon état. Une bonne nouvelle pour eux, bien sûr, car ce sont des éléments dont le délai de livraison est très long. Le château d'eau est également en bon état. La grande tour de support est endommagée, mais elle peut être réparée sur place plutôt qu'être démolie et remplacée. Le premier étage, Never Tells Me the Odd, et les 3 autres deuxième étages qui se trouvaient dans le hangar d'intégration sont également en bon état. De plus, Dave Limp, directeur de Blue Origin, confirme qu'il travaille déjà depuis certain temps à éliminer le transporteur érecteur au profit d'un concept alternatif de déploiement vertical, un peu comme le Starship, et bien à présent ils n'ont plus le choix et vont s'en passer. Un problème de moins à gérer. Blue Origin va poursuivre la construction de ces étages au rythme prévu, tout en stockant les étages pour une utilisation ultérieure. Dave a également dit qu'ils voleront à nouveau avant la fin de cette année. Bien, il y a pas mal de boulot à faire, en tout cas bonne chance à Blue Origin. La capsule Shenzhou 21 avec un équipage de 3 taïkonautes a atterri sur Terre en Mongolie intérieure dans le nord de la Chine après un séjour de 210 jours, soit 7 mois, à la station spatiale chinoise Tiangong. J'ai mentionné dans mon épisode précédent que la relève venait d'arriver, qui est l'équipage du Shenzhou 23. Le gouvernement français et le CNES ont signé un accord majeur avec la start-up américaine VAST. Cet accord prévoit d'envoyer 2 astronautes français dans l'espace en 2027 via des missions privées opérées par SpaceX. L'astronaute français Thomas Pesquet s'envolera pour sa 3e mission spatiale sur un vol privé de 2 semaines à destination de la Station spatiale internationale en 2027, sous réserve de validation par la NASA et les partenaires. Pesquet est pressenti pour être le commandant de bord de cette mission privée, qui est la 6e mission privée vers l'ISS attribuée à VAST par la NASA voilà quelques semaines de cela. Issu de la réserve des astronautes de l'ESA, le polytechnicien et pilote de chasse Arnaud Prost va effectuer son tout premier vol dans l'espace. Sa mission est historique. Il rejoindra Haven 1, la future mini-station spatiale entièrement privée de VAST. Il y officiera comme ingénieur d'essai en vol pour tester les systèmes avant l'ouverture commerciale.
C'est une première mondiale pour un astronaute d'agence sur une structure privée. La France amorce un virage stratégique. Plutôt que d'attendre les quotas de vol très stricts des coopérations étatiques de l'ESA, le CNES achète directement des sièges auprès du privé, comme le fait déjà Axiom Space. Cela permet de faire voler les astronautes français plus vite, tout en gardant le contrôle des expériences scientifiques. Après cet accord, VAST a décidé d'installer son siège européen à Paris. La compagnie française Latitude a passé plus de 6 mois sur son moteur Navier pour faire démarrer correctement son moteur sur son site de recherche et développement à Vatry dans le Marne. Après de nombreux échecs, Latitude a finalement réussi ses premiers essais moteurs et ces tests valident un jalon important pour le vol inaugural de sa fusée Zephyr en 2026 ou voire 2027. Stan, le fondateur de Latitude, a quand même mis un bémol car le moteur n'a seulement atteint que 60% de sa charge nominale, donc encore du travail à faire pour Latitude, mais ça mérite un grand bravo. Le poulpe spatial en pleine action à l'ISS. La nature reste quand même la plus imitée dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui, on utilise le poulpe pour attraper des objets en microgravité pour simuler la capacité de cet outil à récupérer des débris spatiaux pour combattre les déchets spatiaux grandissants. La NASA teste les nouveaux éboueurs spatiaux. Voyager Technologies a annoncé un accord pour acquérir Astrobotic Technology, pionnier de la logistique lunaire, pour un montant allant jusqu'à 300 millions de dollars en liquidités et en actions. Prévue pour se clôturer d'ici début juillet 2026, cette transaction stratégique fusionne les expertises des deux entités. En intégrant les atterrisseurs Peregrine et Griffin et le réseau électrique LunaGrid d'Astrobotic aux technologies d'habitat gonflable de Voyager, le groupe devient un fournisseur d'infrastructures lunaires de bout à bout. L'objectif de Voyager est d'accélérer les programmes de fusées réutilisables et de soutenir l'objectif de la NASA d'établir une présence américaine permanente sur la Lune d'ici 2028. La marche lunaire s'accélère à la vitesse de la lumière. La compagnie monégasque Venturi Space va investir 250 millions d'euros pour construire à Toulouse une usine de pointe dédiée aux véhicules d'exploration spatiale. Prévu pour être opérationnel fin 2027, ce site de 16 000 m² créera 350 emplois qualifiés. L'usine produira des rovers lunaires et martiens lourds, dont le rover Flex, capable de transporter 2 astronautes ou 1500 kg de fret sur la Lune. Donc cet investissement s'accompagne d'une enveloppe de 50 millions d'euros pour la recherche locale. Toulouse s'impose ainsi comme le hub européen majeur de la robotique et de la mobilité extraterrestre, renforçant l'autonomie stratégique du continent. Le 29 mai, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Floride pour une mission Starlink groupe 1053. Le premier étage a volé pour la 16e fois et a atterri sur le drone ship A Shotful of Gravitas. Le 30 mai, ULA a lancé une Atlas 5 depuis la Floride pour une mission Amazon Leo LA-07 avec 29 satellites Internet à bord. Le même jour, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Californie pour une mission Starlink Group 1741. Le premier étage a volé pour la 22e fois et a atterri sur le drone ship Of Course I Still Love You. Un peu plus tard, CASC a lancé une longue marche 2D depuis la Chine pour sa mission SatNet, un lot de 4 satellites Internet SatNet. Le 1er juin, CASC a lancé une longue marche 12B depuis la Chine pour sa mission Space Sail Polar Group 10, un lot de 2 satellites pour Internet chinois. Ce qui est remarquable est que c'était le premier vol de ce type de fusée avec un vol sans faute. Elle est très similaire au Falcon 9 en termes de performance, construction, ergol et même sera plus tard réutilisable. Le 3 juin, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Californie pour une mission Starlink Group 1747. Le premier étage a volé pour la 16e fois et a atterri sur le drone ship Of Course I Still Love You. Le 4 juin, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Floride pour une mission Starlink Group 1043. Le premier étage a volé pour la 12e fois et a atterri sur le drone ship A Shotful of Gravitas. Le même jour, CASC a lancé une longue marche 6A depuis la Chine pour sa mission Space Sail Group 11, un lot de 18 satellites pour Internet chinois. En résumé, du 1er janvier au 4 juin 2026, 127 fusées ont été lancées avec succès, 88 provenaient d'une entreprise américaine, parmi cela 52 étaient des missions Starlink de SpaceX et 33 de Chine.
Je vous quitte cette semaine avec une image prise par un astrophotographe amateur de la Lynns Dark Nebula 1235, ou en plus court LDN 1235, plus communément appelée la nébuleuse du requin. Elle se situe dans la constellation de Céphée, une région du ciel boréal extrêmement riche en poussière interstellaire. Elle se trouve à environ 650 années-lumière de la Terre. Elle est l'une des nébuleuses sombres les plus fascinantes et photogéniques du ciel nocturne, car elle est composée de nuages moléculaires géants de gaz froid et de poussière cosmique si dense qu'il bloque et absorbe complètement la lumière des étoiles situées derrière lui. Sauf à 2 endroits où 2 jeunes étoiles bleues très chaudes sont enfouies à l'intérieur. La poussière diffuse la lumière de ces étoiles, créant de magnifiques teintes bleutées que vous voyez sur cette image. Merci d'avoir regardé votre chaîne Espace News. À bientôt pour un nouvel épisode de votre Actualité spatiale.